Ils sont un peu seuls face à ces plateformes-là. Les parents ne savent pas exactement comment les accompagner. Et moi, oui, voilà, l'éducation média en cours, je trouve ça indispensable. Bonjour Vincent Manilev, vous êtes l'auteur de YouTube derrière les écrans. Cet ouvrage s'intéresse à cet univers connu du grand public qu'est YouTube, mais dont les coulisses sont quelquefois insoupçonnées. Ces artistes, ces héros, ces escrocs, vous revenez en fait sur le mode de fonctionnement de ce nouveau média. Et nous, ça nous intéresse particulièrement parce que depuis un moment déjà, on se pose des questions sur le traitement médiatique qui en découle de ce phénomène YouTube. Alors moi j'ai une première question à vous poser, c'est comment est-ce que vous définiriez YouTube aujourd'hui ? Alors YouTube, pour moi, c'est un média maintenant, ou même des milliers de médias hébergés au sein d'une même multinationale. YouTube refuse de se définir comme un média. Google, ils refusent ça parce qu'ils veulent rester hébergeurs et ne pas avoir la responsabilité juridique des vidéos qui sont mises en ligne sur leur plateforme. Mais pour moi, à partir du moment où YouTube permet d'avoir des milliers, voire des millions d'abonnés, qu'on peut parler de n'importe quel sujet, en bien, en mal, de faire le meilleur comme le pire, et ben c'est une vraie chambre d'écho et c'est en ça que je considère que YouTube c'est un vrai média, une vraie plateforme d'expression sur Internet et donc dans le monde entier. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition qui consiste à expliquer que c'est un média qui dame le pion à la télévision ? C'est très intéressant de regarder un petit peu les consommations qu'ont les jeunes, ceux qui sont nés avec Internet, qui sont nés à la fin même des années 90. Aujourd'hui, la télévision les intéresse beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas la maîtrise sur le flux. C'est-à-dire qu'il faut être devant leur télé à un instant T, sur une chaîne en particulier, etc. Ce qui les intéresse beaucoup avec YouTube, c'est qu'ils peuvent regarder ces contenus-là en replay, et ils peuvent retrouver la maîtrise, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder ça sur leur téléphone sans problème, sur leur ordinateur, et le regarder absolument quand ils veulent. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie force là-dedans chez YouTube, et pour les médias c'est compliqué de rattraper un petit peu ce monde-là, même s'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup de replays sur YouTube pour justement essayer de drainer un petit peu l'audience et de rattraper toute cette partie de l'audimat qui fuit vers Internet. Alors justement, YouTube ça mêle à la fois divertissement et information. Pourquoi c'est devenu une vraie alternative aussi pour s'informer pour cette nouvelle génération ? YouTube, c'est devenu un moteur de recherche en fait pour une partie des jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont plus forcément sur Google, mais s'ils recherchent quelque chose, ils vont sur YouTube, ils tapent des mots-clés et donc c'est devenu un moteur de recherche. Ils ne connaissent pas forcément Google Actualité, ils ne passent pas forcément par les sites directement, soit ils voient des capes écran d'articles sur Snapchat, soit des fois sur Twitter ou sur Facebook, mais voilà, les médias en tant que tels sont plus devenus les portes d'entrée vers l'information. Et donc YouTube, il y a énormément de personnes qui jouent là-dessus, qui savent que les gens vont s'informer. Par exemple, à la mort de Johnny, il y a eu énormément de contenus qui reprenaient sans autorisation des images, des photos et qui mettaient une voix off avec la voix robotique de Google pour faire du contenu et drainer des centaines de milliers de vues. C'est vraiment là qu'on s'est rendu compte que l'actualité et ce qui se passait dans le monde pouvait avoir un écho réel sur YouTube. Et avec toutes les désinformations et les problèmes que ça pose, bien sûr. Alors justement, sur la désinformation, on va revenir là-dessus. Dans votre livre, vous revenez aussi sur le parcours de certains youtubeurs. Il y a des youtubeurs français très connus comme Norman, Cyprien, Natou, etc. Des gens qui sont à l'aise devant les caméras et qui, paradoxalement, sont assez frileux à l'égard des médias, à l'idée d'affronter les médias. Des exemples récents d'émissions ont prouvé qu'il y avait un certain, quelquefois, mépris de classe de certains médias envers les youtubeurs. On pense notamment à Squeezie chez Ardisson ou Natou dans l'émission On n'est pas couché. Comment ça s'explique, ce mépris de classe qu'on pourrait constater ? Si on se met à la place de quelqu'un qui fait de la télévision, qui a des audiences calculées de manière un peu, des fois, peut être un peu étrange, et qu'on voit tout d'un coup quelqu'un qui depuis sa chambre, je mets beaucoup de guillemets c'est pour exagérer un petit peu, mais qui depuis sa chambre avec une petite caméra est capable de parler à des millions de personnes. C'est de la jalousie ? Il y a une forme de jalousie, il y a une forme d'incompréhension, parce que s'ils voient ces contenus-là, ils ne comprennent pas comment autant de gens peuvent s'y intéresser, alors que eux, ils sont toute une équipe derrière eux, ils ont des moyens énormes qui sont développés. Donc il y a une espèce de jalousie, d'incompréhension
et de mépris forcément, et même de méfiance, parce que quand il voit une vidéo où il y a 10 millions de vues, 5 millions de vues, il ne se rend pas compte. Laurent Ruquier, quand il a reçu Natou, il posait des vraies questions sur les chiffres. Il dit mais ça veut rien dire, c'est quoi, qui, comment on sait qui est derrière l'écran, qui regarde vraiment, ça peut être des robots, alors qu'on sait même que les chiffres de l'audience télé, des fois, sur la manière dont c'est calculé, c'est des choses qui peuvent être discutées aussi. Donc effectivement, je pense qu'il y a une vraie défiance de la télévision. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la télévision adore piocher dans ses talents du web. C'est-à-dire que TF1 a sa boîte de production dédiée aux contenus digitaux, numériques, sur YouTube. Ça s'appelle Studio 71 et qui emploie un certain nombre de youtubeurs. Canal+ a racheté le studio Bagel, qui a permis de faire émerger Natou, de tous ces talents-là. M6 aussi avec Golden Network, qui a permis à tout un tas de talents d'avoir une certaine audience. Donc c'est un petit peu à double tranchant, c'est un peu paradoxal, c'est une relation d'amour-haine entre les deux. Justement, vous diriez que le regard des journalistes et des médias traditionnels à l'égard des youtubeurs a évolué quand même en quelques années ? Oui, parce que je pense qu'au début, c'était regardé, ils sont rigolos dans leur chambre, ils sont bien marrants, ils sont bien gentils. Mais à partir du moment où il y a eu les premiers salons, les premières conventions, où on a vu que cette popularité n'était pas seulement virtuelle, qu'elle était vraiment réelle. C'est passé d'une sorte de bienveillance un peu méprisante à un intérêt un peu économique aussi. Voilà, et un peu méfiant, effectivement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient touchés, qui étaient abonnés, qui étaient fans, que ces gens existaient vraiment, que derrière, il y avait énormément de marques qui s'intéressaient à eux. Qu'il y avait des boîtes de production, etc. Donc les journalistes se disent « Ah, mais en fait, ils gagnent vraiment de l'argent, beaucoup d'argent. » Qui plus est, ces youtubeurs très connus dont on parle, comme Norman, Cyprien, Natou, etc., n'ont pas tellement besoin des médias en fait, pour exister, pour continuer leur ascension. Pas du tout. Moi, je dis souvent qu'en un tweet, ils peuvent toucher beaucoup plus de personnes qu'en accordant une interview aux Parisiens ou même au JT de 20h sur France 2. Hein. Puis en plus, en allant dans les médias, ils prennent le risque. Ils prennent le risque qu'on leur pose des questions sur l'argent, qu'on leur pose des questions qui potentiellement les fâchent. Avec YouTube, avec leurs réseaux sociaux, ils ont, comme je le disais, leurs propres médias. Ils s'expriment, ils maîtrisent leur communication exactement comme ils veulent. Ils diffusent les images qu'ils veulent, les messages qu'ils veulent. À partir de là, quand sur Instagram, on a 3 millions d'abonnés, est-ce qu'on a besoin d'aller en plateau télé pour faire la promotion d'un livre ? Je suis pas sûr. Est-ce que vous diriez que YouTube a modifié aussi la façon de faire de certains médias ? Maintenant, on ne compte plus le nombre de modules ludiques qui se sont créés sur certains sites d'information. Est-ce que la donne YouTube a été vraiment prise en compte par les médias aujourd'hui ? Alors c'est très intéressant parce que Le Monde a décidé vraiment de se consacrer en grande partie maintenant à YouTube. Ils ont plus de 200 000 abonnés, je crois. Donc c'est un vrai succès. Hein. C'est un média qui a réussi à s'imposer sur YouTube. Il y a tout maintenant dans les rédactions. Quand on tourne une interview dont on sait qu'elle va être diffusée aussi sur le web, ils pensent en permanence au format Instagram, c'est-à-dire des gros plans pour imaginer l'image ensuite en carré. Il faut penser à tout un tas de problématiques. Au Monde, par exemple, ils filment un format horizontal pour YouTube. Ils filment aussi en horizontal, mais en réfléchissant au format vertical qu'ils mettront sur le Discover de Snapchat. Donc il y a tout un tas de réflexes, de nouveaux mécanismes, de plans, de façons de raconter les images, les sujets, de filmer les gens, qui sont à prendre en compte. C'est tout un nouveau métier presque à apprendre pour les journalistes. Et effectivement, je pense que ça devient indispensable pour eux d'être sur YouTube, mais en même temps, YouTube et l'algorithme ne met pas en valeur ce genre de contenu. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de médias réussir à atteindre la page tendance. Ouais. Et la dernière fois que j'en ai vraiment vu et exploser des chiffres aux pages tendance, c'était un replay d'un segment de Quotidien qui parlait du jeu Fortnite. Fortnite qui est un des sujets les plus discutés. Un sujet très discuté en ce moment, notamment par les jeunes. Voilà, sur YouTube. Alors, certains médias font également maintenant appel à des youtubeurs. On en a parlé tout à l'heure avec TF1. Quels sont les risques à la fois pour les youtubeurs et pour les médias traditionnels de faire cette alliance ? Alors pour le youtubeur, rejoindre un média, ça peut entraîner peut-être un désintérêt des abonnés qui ne vont pas forcément aller regarder ces contenus. Qui ne vont pas comprendre aussi ? Pas forcément comprendre pourquoi tout d'un coup leur youtubeur, leur ami
va aller travailler dans une grosse boîte, voire une multinationale. Va succomber aux sirènes d'un Oui, partenariat voilà, économique c'est ça, important. Exactement. Après, tout dépend comment ils le présentent. Il y en a qui peuvent très bien le présenter et dire bah moi, faire de la télé, c'est quand même un rêve de gauche. Quand même grandir en regardant la télé aussi, c'est peut-être très intéressant. C'est peut-être un objectif de carrière pour lui s'il veut devenir journaliste ou faire des séries, ce genre de choses. Donc voilà, il y a peut-être mais voilà, le reste, c'est que les abonnés ne suivent pas et donc pour la chaîne que ça soit pas forcément toujours intéressant parce que la chaîne, le média, va se dire en recrutant un youtubeur, on va attirer une partie de son public. Je suis pas sûr que ça soit aussi Ça a été automatique. la preuve d'ailleurs, notamment au cinéma, avec des youtubeurs qui se sont essayés dans des films qui n'ont pas connu C'est encore un grand succès. Voilà, c'est encore plus parlant parce que là, les abonnés qui étaient habitués jusque-là du contenu gratuit et disponible quand ils voulaient sur leur téléphone, on leur dit il faut que vous alliez payer une place dans un cinéma. Ils ne comprennent pas forcément. Oui, eux qui étaient habitués au gratuit voilà, jusque-là. Oui, et les modèles payants de ce type de contenu, maintenant, c'est très difficile à faire passer auprès des abonnés qui, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui se lance sur une plateforme payante, disent, ah, mais de toute façon, ça sera disponible de façon illégale dans 2 jours, etc. Donc c'est vrai que cette conversion d'abonnés en soutien financier, c'est pas encore tout à fait ça pour une partie des vidéastes, même s'il y a énormément de projets en crowdfunding qui sont des succès incroyables. Alors la difficulté pour les internautes, pour le grand public, ça va être aussi de savoir distinguer un youtubeur honnête et quelqu'un qui utiliserait cette plateforme pour tenir des messages quelquefois tronqués. Aujourd'hui, on compte plus le nombre de youtubeurs qui spécialistes politique, histoire, sciences, etc., qui se sont fait progressivement un nom sur YouTube. Est-ce qu'il existe un risque de voir certains faussaires de l'information connaître un réel succès avec YouTube ? Oui, parce qu'avec YouTube, n'importe qui peut devenir son propre média et potentiellement toucher des dizaines, voire centaines, voire millions de personnes. Donc à partir de là, n'importe qui peut s'affirmer spécialiste de tel sujet, expert, ce genre de choses. Il y a plein de vulgarisateurs dont ce n'est pas la spécialité à la base, mais qui parlent de science, y penser. C'est pas quelqu'un qui est spécialiste à la base, mais qui a une capacité pédagogique et une volonté d'expliquer au mieux certains sujets, phénomènes scientifiques. Mais ce qui peut être risqué, c'est effectivement de voir des gens utiliser cette plateforme d'influence pour faire passer de fausses informations, des discours politiques dangereux. Et là, il y en a effectivement un certain nombre qui sont régulièrement dans la colonne de suggestions. Malheureusement, moi je vois passer certains youtubeurs d'extrême droite dans ma colonne de suggestions. Et donc ça veut dire que l'algorithme YouTube a une responsabilité là-dedans aussi. Et donc c'est vrai que c'est assez dangereux de se dire ça et que on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Et vous parliez d'algorithme YouTube. Il y a justement quelle va être la marge de manœuvre de YouTube. On sait que par exemple récemment la chaîne d'Alain Soral a été suspendue, puis elle a été reprise. Au final, que peut faire YouTube en risquant de fermer certaines chaînes à contenu dangereux, tout en risquant de prendre des critiques, de contraintes à la liberté d'expression, etc. Le risque pour YouTube, c'est juste d'exacerber un petit peu plus les personnes qu'elles censurent, entre guillemets, parce que ça fait partie de leur mécanique, de leur discours aussi. De se dire, ah regardez, on nous censure, on nous prive de notre liberté de parole. Et de toute façon, tous ces contenus-là sont souvent répliqués presque à l'infini. C'est-à-dire, s'il y a une vidéo qui pose problème et qui a été supprimée d'une chaîne, et ben on va la retrouver facilement ailleurs. Je vais donner un exemple très simple. Il y a quelques temps, Marion Seclin, qui est une vidéaste, une comédienne, a subi une vague de harcèlement à la suite d'une vidéo qui a été faite par un youtubeur qui s'appelle Le Raptor Dissident. Cette vidéo a été signalée, supprimée, mais aujourd'hui, on peut la retrouver sur d'autres chaînes qui ont décidé de la re-uploader, de la remettre en ligne. Et ça, elles sont toujours disponibles et YouTube n'agit pas forcément par rapport à ça. Donc dans tous les cas, fermer une chaîne, ça va faire qu'exacerber un petit peu le réflexe de défense de ce type de personnes et les convaincre qu'il faut continuer et que ça va encore renforcer le soutien de leur communauté en fait. Donc c'est un petit peu, c'est assez problématique. Dans leur stratégie future, les médias ont-ils intérêt à collaborer davantage avec YouTube ou à créer leur propre plateforme de player? Alors là, on vient de voir l'exemple, comme je disais tout à l'heure, avec Le Monde qui va uploader qui a commencé à uploader ses vidéos directement sur YouTube.
Et je pense que de toute façon, pour toucher un maximum de personnes, pour pouvoir intégrer ces vidéos sur différents sites, différents endroits, ils ont tout intérêt à être sur YouTube parce qu'ils vont déjà toucher effectivement plus de monde, ça va être plus facile d'emploi parce que c'est vrai que quand même d'un point de vue technique et technologique, YouTube c'est un très bon outil. Et ensuite, je pense que les médias et les journalistes qui combattent la désinformation, les fake news, etc., ont tout intérêt à aller sur YouTube parce que c'est comme ça, c'est en proposant des contenus, en démontant certaines théories complotistes qui sont très mises en avant par l'algorithme, ça a été démontré, qu'ils vont pouvoir commencer à essayer au moins de contrebalancer ça avec des informations vérifiées. Et je pense que c'est pour renouer un petit peu le lien avec les citoyens, leur faire comprendre que s'informer, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Un vrai défi. Et un vrai défi. Aller sur YouTube et s'emparer de YouTube, je dirais que même c'est un devoir pour les médias. Si moi, demain, journaliste honnête, en tout cas revendiqué honnête, je souhaite me lancer sur YouTube pour justement créer ma chaîne et essayer de contribuer à la lutte contre les fake news, par exemple, qui est très tendance actuellement avec le gouvernement qui va faire une loi contre les fake news, quels conseils vous me donneriez en tant que jeune YouTubeur pour me lancer, pour me distinguer de tous les autres qui existent dans le fleuron YouTubeur français? Eh bien, déjà, rien qu'en ayant cette volonté de contenu, je pense que vous vous distinguez de base. Il y a très peu de journalistes, je trouve, qui font des formats YouTube, indépendamment des rédactions, hein, j'entends. Il y en a assez peu. Et même, il y a un énorme créneau à prendre parce qu'on tombe tellement facilement sur des vidéos complotistes, des fake news, ce genre de choses, que de base, c'est pas encore un terrain qui est complètement bouché comme le gaming, la beauté ou l'humour. Donc rien que par rapport à ça, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, un autre conseil, c'est sans forcément tomber dans le format purement YouTube, montage très cut avec effets, etc. En se disant qu'en reprenant les codes d'une jeunesse qui délaisse un petit peu les médias traditionnels et en s'adressant à elle, en ayant toujours en tête qu'on s'adresse à des jeunes qui potentiellement tombent sur des vidéos dangereuses, je pense que ça peut avoir un impact et une importance. Et puis même, si on se lance en tant que journaliste, les journalistes, les médias, en dehors de YouTube, mettront en valeur ce genre de contenu, je pense. Donc il y a tout intérêt à se lancer. Alors justement, pour conclure, on parlait de la loi contre les fake news qu'envisage le gouvernement. Il y a un volet qui est très important, c'est l'éducation aux médias. Est-ce que l'éducation aux médias doit se limiter à savoir quoi consommer dans les médias traditionnels ou également à utiliser ces plateformes comme YouTube? Alors, je suis content de pouvoir parler de ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, je suis allé faire une intervention justement dans le cadre de l'éducation média dans une classe, dans un lycée, et j'ai réalisé que certains regardaient quand même BFM TV, mais qu'il y en a énormément qui n'allaient pas du tout sur les sites et qui se contentaient de voir ce que des fois leurs amis mettaient sur Snapchat. Des extraits qui sont quelquefois tronqués. Des captures écran. Et on m'avait dit même, je dis, mais t'as lu l'article sur Snapchat? Il m'a dit, non, mais j'ai lu le titre et le chapeau, donc j'ai lu le papier. Et je trouve que justement, c'est vraiment se limiter. Et je leur ai montré qu'on pouvait, en quelques manipulations, trafiquer un titre, un chapeau d'article dans le code, etc. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé le titre sur le site? J'ai dit, non, c'est juste ça. Si je fais une cap écran et que je vous l'envoie, vous allez le croire. Et je pense qu'il y a vraiment un devoir de remettre en cause un petit peu toute leur façon de consommer de l'information sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter et sur YouTube. Parce que ils sont un peu seuls face à ces plateformes-là. Les parents ne savent pas exactement comment les accompagner. Et moi, oui, voilà, l'éducation média en cours, je trouve ça indispensable. Je pense qu'il faut vraiment renforcer ça. Merci Vincent Maniliev. On rappelle, vous êtes journaliste, auteur de YouTube derrière les écrans, à retrouver aux éditions Le Mieux. Merci beaucoup. Merci.